La pluie tombait drue sur Paris ce soir-là, effaçant les lumières de la ville derrière un rideau de gouttes pressées. Dans le 8e arrondissement, un restaurant étoilé, le Jardin de Verre, brillait d'un éclat discret mais imposant. C'est là que travaillait Claire Dufresne, 24 ans depuis un peu plus de 2 ans. Tous les soirs, elle enfilait sa chemise blanche et son tablier noir, puis tressait ses cheveux avant de commencer son service, avec cette discrétion parfaite que l'on attend d'une serveuse dans ce genre d'établissement. Invisible, mais irréprochable. Personne ne savait qu'à l'aube, elle traversait toute la ville jusqu'à Saint-Denis pour réveiller son petit frère, Jules, qu'elle élevait seul depuis la mort de leur mère. Personne ne savait non plus qu'elle jonglait entre 2 loyers en retard, une menace d'expulsion et des piles de factures jamais ouvertes. Dans les couloirs du restaurant, on la saluait par habitude, sans s'arrêter. Ni les chefs, ni les sommeliers, ni même les autres serveurs ne prêtaient attention à elle. Claire était là comme les murs, toujours présente, toujours silencieuse. Ce soir-là, la salle brillait d'élégance, les nappes blanches repassées à la perfection, les verres cristallins prêts à vibrer au moindre tintement. Rien ne semblait devoir troubler la routine bien huilée du service. Claire avait déjà aligné les menus sur la table 23 quand un murmure parcourut la salle comme un courant d'air. Les conversations se suspendirent, les regards se tournèrent vers l'entrée. Les cuisiniers, en cuisine ouverte, redressèrent la tête. Même le chef du restaurant se hâta de se replacer derrière son comptoir, comme s'il attendait une inspection. Claire leva les yeux par réflexe. Un homme venait d'entrer, entouré de 2 gardes du corps, vêtus de costumes sombres. Il retira son manteau en cachemire que l'un des hommes prit aussitôt. Il avait ce genre de prestance qu'on ne pouvait ignorer, mais Claire, à sa grande surprise, n'avait aucune idée de qui il était. Contrairement à ses collègues, elle ne s'agita pas. Elle se contenta de terminer de disposer les couverts à la table voisine. En passant près de l'hôtesse, elle entendit un nom chuchoté avec une forme de crainte respectueuse. Luc Moreau. Ce nom ne lui disait rien. Pourtant, toute l'atmosphère du restaurant venait de changer. Les chefs murmuraient entre eux, les clients se penchaient discrètement pour mieux le voir, et même le directeur en personne s'approcha pour l'accueillir, le sourire figé. Claire observa la scène de loin, curieuse, mais sans l'admiration que partageait visiblement tout le personnel. L'homme fut installé à la table centrale, seul, son téléphone posé à côté de l'assiette. Il semblait détendu, presque trop calme pour quelqu'un qui imposait autant de respect. Claire reprit son service. Elle apporta des coupes de champagne à un couple en coin, déposa un amuse-bouche à une autre table. Pourtant, son regard revenait toujours, inconsciemment, vers l'homme mystérieux. Pas parce qu'il l'impressionnait, mais parce qu'il détonnait. Il était comme une tache d'encre sur une page blanche. On ne pouvait pas l'ignorer. Elle remarqua alors un détail étrange. L'homme n'avait encore rien commandé, mais un serveur qu'elle ne connaissait pas s'approcha de lui avec une bouteille de vin dans les mains. Les gestes maladroits. Claire fronça les sourcils. Elle connaissait tous les employés du restaurant. Ce jeune serveur-là, au regard fuyant et au badge mal accroché, ne lui disait absolument rien. Il semblait nerveux, jetant des coups d'œil autour de lui comme s'il redoutait d'être interrompu. Luc, lui, restait impassible, observant le vin se faire servir avec une attention distante. Claire continua d'observer la scène, tout en plaçant discrètement une assiette sur une autre table. Quelque chose dans l'attitude du serveur la mettait mal à l'aise. Elle n'était pas paranoïaque, mais cette nervosité dans un lieu aussi strict ne collait pas, et personne ne semblait s'en soucier. Personne, sauf elle. Le serveur recula, salua rapidement et disparut par l'arrière du restaurant sans un mot. Claire suivit du regard tendu. Ce genre d'étrangeté, elle n'en voyait jamais ici. Elle inspira profondément, une intuition peut-être, ou simplement une mauvaise impression. Mais elle sentait, au fond d'elle, que quelque chose n'allait pas. Luc Moreau saisit sa coupe, la porta à ses lèvres. Claire, de l'autre côté de la salle, fit un pas, comme si elle allait intervenir, puis s'arrêta net. Ce n'était pas son rôle, pas sa place. Et pourtant, l'inquiétude ne la quittait pas. Alors que la pluie continuait de s'abattre sur les vitres, Claire reprit son chemin vers la table 28. Elle ne savait pas encore que ce qu'elle avait vu ce soir-là changerait tout, que ce client, inconnu pour elle, allait bouleverser sa vie, et qu'une décision instinctive, apparemment sans importance, allait la propulser au centre d'un jeu dangereux qu'elle n'avait jamais demandé à rejoindre. Elle n'était plus seulement une serveuse invisible, elle était sur le point d'être remarquée.
Le lendemain matin, les employés du Jardin de Verre parlaient encore de la visite exceptionnelle de Luc Moreau. Tout le monde semblait excité, sauf Claire qui, elle, ne comprenait pas bien pourquoi sa simple présence avait provoqué autant de tension dans la salle. Elle avait passé la nuit à se demander qui il était réellement. Une rapide recherche sur son téléphone, entre deux changements de rame dans le métro, lui avait appris qu'il s'agissait d'un des hommes les plus puissants de France. À la tête de Moreau Technologies, un empire tentaculaire présent dans la cybersécurité, l'intelligence artificielle, les communications et les systèmes de défense. Un homme à qui on ne disait jamais non. Un homme qui avait le monde à ses pieds. Mais ce qui intéressait Claire n'était pas sa fortune. C'était ce qui s'était passé autour de lui la veille. Ce jeune serveur inconnu, la nervosité, le vin servi avant même que Luc ne commande. Et cette sensation persistante d'avoir assisté à quelque chose qu'elle n'aurait pas dû remarquer. Elle se souvenait de la crispation sur les traits du serveur, du léger tremblement de ses mains, et surtout de son regard fuyant. Ce n'était pas de la maladresse, c'était de la peur ou de la culpabilité. De retour au restaurant pour un nouveau service, Claire évita les bavardages et se concentra sur ses tâches. Elle nettoyait méthodiquement les verres à vin quand elle aperçut à l'écart du comptoir la bouteille de la veille. Une Romanée Conti, une bouteille d'une valeur de plusieurs milliers d'euros. Elle fut surprise qu'elle n'ait pas été rangée immédiatement, comme le protocole l'exigeait. Elle s'approcha et remarqua une étiquette différente de celle qu'elle avait vue en service. Ce n'était pas la même bouteille. La cave du restaurant était rigoureusement contrôlée, chaque sortie documentée. Rien ne sortait ou n'entrait sans l'approbation du sommelier en chef. Pourtant, personne n'avait parlé de cette bouteille. Claire reposa le flacon, soudain consciente de l'agitation inhabituelle autour du bureau du directeur. Des voix tendues, des visages fermés. Quelque chose s'était passé. En passant à proximité, elle entendit quelques mots échappés d'une conversation qu'elle n'était pas censée entendre. Demander une analyse, traçabilité compromise, silence absolu. Elle ne fit aucun commentaire. Ce n'était pas sa place, mais tout dans son corps lui disait qu'elle devait rester vigilante. Plus tard, durant le dîner, Luc Moreau revint. Cette fois, sans ses gardes du corps. Il entra seul, en manteau gris clair, le regard calme mais concentré. Le personnel redoubla d'attention, mais il ne prêta aucune attention aux manœuvres autour de lui. Il s'assit à la même table que la veille et demanda Claire d'un ton neutre. Cette demande, directe, stupéfia tout le monde. Les regards convergèrent vers elle. Claire sentit son cœur se contracter. Elle n'était pas censée être remarquée. Elle s'approcha de lui, droite et silencieuse. « Vous étiez là hier soir, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en la fixant avec insistance. Elle acquiesça incertaine. « Puis-je vous parler ailleurs que dans cette salle ?» ajouta-t-il. Le directeur du restaurant, inquiet de la tournure des événements, tenta d'intervenir, mais Luc le congédia d'un simple regard. Il guida Claire jusqu'à une petite véranda isolée, donnant sur un jardin intérieur désert. Ils s'assirent. Il n'y avait plus de barrière entre le milliardaire et la serveuse. Juste deux individus séparés par des mondes, mais liés par un moment qu'ils n'avaient pas encore compris. Luc la fixa longuement, sans une once de sourire. « Hier soir, vous avez échangé mon verre de vin. Pourquoi ?» Claire sentit la tension grimper dans sa poitrine. Elle hésita, puis répondit simplement « Je ne sais pas. J'ai vu quelque chose d'étrange. Le serveur n'était pas du personnel. Il était nerveux. Je ne l'avais jamais vu. J'ai eu un mauvais pressentiment. » Luc ne la quitta pas des yeux. « Vous savez qui je suis, n'est-ce pas ?»« Pas vraiment, » admit-elle. Il haussa un sourcil. « Intéressant. Et pourtant, vous avez pris un risque. Pourquoi auriez-vous fait ça? Quelqu'un vous a dit de le faire ?» Claire fronça les sourcils, vexée par l'accusation implicite. « Non, personne ne m'a dit quoi que ce soit. J'ai juste réagi. C'est tout. » Luc garda le silence. Le bruit de la pluie reprenait dehors, léger comme un murmure. Finalement, il se pencha légèrement en avant. « Vous êtes sûr que vous ne cachez rien ?» Claire secoua la tête, fatiguée par l'insistance. « Je suis une serveuse. Je fais mon travail. J'observe. Je ne fais pas partie de votre monde. » Il la contempla quelques secondes de plus, puis se leva. « Dans ce cas, mademoiselle Dufresne, je vous conseille de faire attention à ce que vous observez. Parfois, voir peut être dangereux. » Il la laissa seule dans la véranda, avec cette phrase suspendue dans l'air. Claire sentit un frisson la parcourir. Ce n'était pas une menace,
Mais ce n'était pas non plus un simple avertissement. Elle retourna à son service, silencieuse, en proie à des pensées tourbillonnantes. Le reste de la soirée se déroula sans incident, mais la sensation d'être observée persista. Quelque chose s'était brisé dans l'équilibre fragile de sa routine. Elle ne pouvait pas encore le savoir, mais à partir de ce moment, plus rien ne serait jamais comme avant. Et Luc Moreau n'était pas simplement un client influent. Il était désormais le centre d'un puzzle dangereux dont Claire détenait, sans le savoir, une des pièces les plus précieuses. L'atmosphère dans le jardin de verre était tendue. Après l'étrange conversation entre Claire et Luc Moreau, une nervosité palpable s'était installée dans l'équipe, bien que personne n'ose en parler ouvertement. Le directeur du restaurant, plus nerveux que d'habitude, passait son temps à vérifier les caméras, à croiser les bras derrière le dos et à lancer des regards pressants aux employés. Claire, quant à elle, tentait de reprendre son service comme si tout était normal. Mais une partie d'elle restait ancrée dans la véranda de la veille, où chaque mot de Luc résonnait encore. Elle avait menti sur une chose, ce n'était pas un simple instinct. Il y avait eu un moment très précis où elle avait su qu'elle devait agir même si elle ne pouvait pas l'expliquer. Ce moment était revenu sans prévenir, la veille, juste après que le serveur inconnu ait servi le vin. Claire s'était avancée vers la table de Luc avec une assiette et en passant, elle avait vu la main du serveur trembler légèrement alors qu'il posait la bouteille. Ce détail en soi n'était pas suffisant pour justifier une intervention. Mais quand elle avait regardé la bague qu'il portait, une alliance argentée marquée d'un sigle étrange, elle avait su. Ce serveur n'en était pas un. Et le geste qu'il avait eu juste après, essuyant précipitamment le col de la bouteille avec une serviette déjà humide, l'avait poussée à agir. Elle n'avait pas réfléchi. Tandis qu'elle passait à une autre table avec un plateau, elle avait attrapé une nouvelle coupe vide et l'avait échangée avec celle que Luc venait à peine de porter à ses lèvres, feignant une erreur typique de service. Personne ne semblait avoir remarqué. Elle s'était excusée poliment, avait prétexté une confusion d'ordre, puis était repartie avec la coupe contaminée sans éveiller la moindre suspicion. Elle se souvenait encore de la sensation du verre entre ses doigts, plus lourd qu'à l'habitude, comme s'il contenait autre chose que du vin. Et maintenant, 2 jours plus tard, cette même coupe avait été retrouvée dans la cuisine, oubliée sur un plateau, et analysée après qu'un sommelier ait remarqué une odeur inhabituelle. Le résultat, bien que gardé secret par la direction, avait filtré entre quelques employés de confiance. Des traces de poison avaient été détectées. Pas une quantité létale immédiatement, mais suffisante pour provoquer un malaise grave, ou pire, selon la résistance de la victime. Claire, en entendant cela, avait senti le sang quitter son visage. La coupe qu'elle avait échangée contenait bel et bien du poison. Son geste impulsif avait sauvé la vie d'un homme qu'elle ne connaissait même pas. Elle avait été à un souffle d'assister à un drame en pleine salle. Et le pire, c'est que personne d'autre n'avait semblé remarquer quoi que ce soit. Le serveur mystérieux avait disparu immédiatement après le service. Personne ne savait son nom. Aucun badge n'avait été enregistré, aucune fiche de service ne mentionnait sa présence, comme s'il n'avait jamais existé. Ce jour-là, le directeur avait convoqué discrètement le personnel en petits groupes, cherchant à comprendre si quelqu'un avait vu quoi que ce soit d'inhabituel. Claire n'avait rien dit. Elle avait feint l'ignorance, prétendant ne pas avoir fait attention. Ce silence lui pesait, mais elle savait que parler pourrait déclencher des conséquences qu'elle n'était pas prête à affronter. D'autant plus que Luc lui-même ne semblait pas vouloir alerter la police. Il s'intéressait à autre chose, à elle. Dans l'arrière-cuisine, pendant une pause, elle croisa Bernard, le chef de rang, qui chuchota en rangeant des verres. « Tu sais qu'il revient ce soir ?» Elle haussa un sourcil, feignant l'indifférence. « Luc Moreau. Il a réservé la même table. Et il a demandé un service minimal. Uniquement toi et le sommelier. Bizarre, non ?» Claire hocha la tête sans répondre. Elle sentait que quelque chose se préparait, mais elle ignorait encore quoi. La soirée arriva vite. Luc s'installa, seul, comme la première fois. Il portait un costume anthracite sans cravate et semblait plus détendu. Il la regarda longuement quand elle s'approcha avec la carte, sans un mot. Elle la posa devant lui. Il ne l'ouvrit même pas. « Je prendrai la même chose que l'autre soir, sauf le vin. Apportez-moi une bouteille que vous choisiriez pour vous-même. » La demande la surprit, mais elle ne broncha pas. Elle alla en cave, choisit un Saint-Émilion discret, bien conservé, sans prétention mais de qualité. En revenant, elle servit elle-même sans aide.
Luc leva alors la main pour lui demander de rester. Elle sentit une nouvelle tension l'envahir. Cette fois, je veux voir. Si quelqu'un tente encore quelque chose. Vous avez l'œil vif, mademoiselle Dufresne, plus vif que vous ne le montrez. Claire ne répondit pas. Elle observa simplement la salle où tout semblait parfaitement normal. Mais ce calme l'inquiétait. Trop de choses s'étaient passées en peu de temps. Un attentat discret, un serveur fantôme, un milliardaire silencieux et elle, simple serveuse, se retrouvait au centre de tout cela sans comprendre comment ni pourquoi. Après le repas, Luc se leva, la remercia brièvement, puis sortit par une porte secondaire, seule. Claire resta figée un moment, une étrange sensation lui nouant le ventre. Elle se retourna vers la cuisine et vit que la coupe de Luc n'avait pas été touchée une seconde fois. Il avait bu, et cette fois elle n'avait rien changé. Mais aucun incident n'avait eu lieu. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle retrouva Jules déjà endormi dans leur petit studio. Elle s'assit au bord du lit, les mains posées sur ses genoux. La réalité reprenait ses droits. Le loyer à payer, les factures empilées, la promesse de continuer malgré tout. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle n'était plus tout à fait la même. Et au fond de ses pensées, une question la hantait. Pourquoi avait-elle été la seule à voir ce que personne d'autre n'avait vu? Le matin se leva sur Paris avec une lumière pâle, presque maladive. Claire, les paupières lourdes, descend les escaliers de son immeuble décrépit à Saint-Denis en tenant un parapluie cassé et son sac de travail trop usé. La nuit avait été agitée. Elle n'avait pas cessé de repenser aux derniers jours. L'échange du verre, le regard de Luc Moreau, l'analyse de la coupe empoisonnée, et surtout le fait que personne n'avait officiellement abordé ce qui s'était passé. Elle avait l'impression d'être la seule à porter le poids d'un crime évité de justesse. Personne ne parlait ouvertement, mais le silence autour du sujet en disait long. Un silence tendu, surveillé, inconfortable. À son arrivée au jardin de verre, l'ambiance était encore plus pesante. Le directeur évitait les conversations prolongées. Les serveurs chuchotaient dans les coins. Et les allers-retours inhabituels entre les cuisines et le bureau renforçaient cette sensation d'anomalie constante. Claire se rendit dans l'arrière-salle pour pointer et croisa le chef sommelier, visage fermé, qui lui lança à voix basse « Tu sais qu'ils ont testé le verre que tu as ramené, non ?» Elle resta figée. Elle n'avait parlé à personne de ce détail. Il poursuivit « Il y avait un truc dedans. Ils n'ont pas dit quoi exactement, mais j'ai entendu le mot « toxine ». Et tu sais ce qu'ils font? Ils couvrent tout. Claire s'assit un instant dans le vestiaire. La tête lui tournait légèrement. Ainsi, ce n'était pas une simple rumeur. La tentative d'empoisonnement était réelle, scientifiquement prouvée. Et pourtant, le restaurant ne contactait ni la police, ni la presse. Ils étouffèrent l'affaire. Officiellement, rien ne s'était passé. Officieusement, tout le monde était sur le qui-vive. Elle tenta de se concentrer sur le service, mais son esprit restait ailleurs. Chaque client devenait une silhouette suspecte. Chaque geste d'un collègue paraissait soudainement porteur de double intention. Et dans cette ambiance irrespirable, une nouvelle rumeur se mit à circuler. Luc Moreau devait revenir une troisième fois, mais pas pour dîner cette fois. Il voulait s'entretenir avec la direction. Personne ne savait pourquoi, mais tous supposaient qu'il était au courant pour la tentative d'empoisonnement. La journée avança lentement. Vers 17 heures, alors que le personnel commençait à se préparer pour le service du soir, la voiture noire de Luc s'arrêta devant le restaurant. Il entra seul, sans garde du corps, vêtu d'un manteau sobre. Il ne demanda pas de table, ne salua personne. Il se dirigea droit vers le bureau du directeur. L'échange fut bref, moins de 15 minutes. Puis il ressortit, les traits figés. Avant de passer la porte, il se tourna vers Claire, qui se trouvait à proximité. Il la fixa sans sourire, sans mot, puis disparut. 1 heure plus tard, Claire fut appelée par le directeur dans son bureau. Elle entra, prudente, et le trouva nerveux, tirant sur sa cravate. « Il veut vous revoir », dit-il brusquement. « Demain, pas ici. Il a laissé cette adresse. » Il lui tendit une petite carte, sobre, portant simplement un nom de café discret du quartier du Marais. Claire, confuse, accepta sans poser de questions. Elle sentait que les événements prenaient une tournure qu'elle ne contrôlait plus. Le lendemain, elle se rendit à l'endroit indiqué, un petit établissement calme, presque vide, où Luc l'attendait déjà, assis à une table au fond. Il lui fit signe de s'asseoir. Il ne perdit pas de temps. « Ce que vous avez fait n'est pas passé inaperçu, dit-il, mais j'ai besoin de comprendre. Pourquoi avez-vous réellement changé mon verre ?
Elle répéta ce qu'elle lui avait déjà dit. Le serveur inconnu, la nervosité, le geste étrange. Il l'écouta sans l'interrompre puis soupira. « Vous êtes au courant maintenant. Ils ont trouvé du poison dans le verre. » Elle hocha lentement la tête. Il poursuivit, les yeux fixés sur elle. « Ce n'était pas un accident. Ce n'est pas non plus la première fois. Il y a quelques semaines, une tentative a eu lieu lors d'une conférence à Berlin. Et juste après, j'ai reçu un message anonyme me disant que la prochaine serait la bonne. » Claire sentit une vague de froid la traverser. « Pourquoi vous ne prévenez pas la police ?» Luc s'arrêta un instant, puis répondit d'un ton mesuré. « Parce que je ne sais pas à qui faire confiance, parce que je ne sais même pas d'où ça vient, et surtout, parce que maintenant vous êtes mêlé à ça. » Claire le regarda incrédule. « Je n'ai rien à voir avec vos ennemis, monsieur Moreau. » Il hocha lentement la tête. « Je le pense aussi. Mais ce n'est pas ainsi que les gens autour de moi vont l'interpréter. Vous avez été là au mauvais moment. Vous avez touché le mauvais objet. Vous avez été filmé par les caméras internes, changeant une coupe juste avant qu'elle ne soit testée positive. Certains se demanderont ce que vous saviez exactement. » Elle sentit sa gorge se nouer. « Vous pensez que je suis en danger ?» Il répondit sans détour. « Je pense que vous l'êtes déjà. » À cet instant, Claire comprit que son rôle de serveuse invisible était bel et bien terminé. Elle était devenue un témoin gênant, une anomalie dans une machination dont elle ignorait encore les tenants et aboutissants. Luc, calmement, lui proposa alors une solution, qu'elle cesse de travailler temporairement au Jardin de Verre, qu'elle accepte un poste discret dans son entourage immédiat. Non pas comme assistante officielle, mais comme observatrice. Quelqu'un de neutre, de discret, que personne ne soupçonnerait. Quelqu'un qui pourrait remarquer ce que d'autres ne voyaient pas. Claire hésita. Elle ne voulait pas abandonner son poste. Elle ne voulait pas quitter Jules trop longtemps. Mais elle comprenait qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Son visage avait été vu, son geste avait été enregistré. Et maintenant, elle était dans la ligne de mire. Elle accepta. Pas pour Luc, pas pour elle-même, mais pour son petit frère. Parce qu'elle savait que si elle tombait, il tomberait avec elle. Elle ignorait encore tout de ce qu'elle allait découvrir. Mais elle savait une chose, elle ne pouvait plus reculer. La transition de Claire Dufresne vers une nouvelle réalité s'était opérée sans éclat mais non sans conséquence. Le lendemain de leur rencontre au Café du Marais, un véhicule discret vint la chercher au petit matin à Saint-Denis. Luc Moreau n'avait laissé aucune place au hasard. Il avait tenu à ce que l'on vienne directement à son domicile, et non à son travail, afin d'éviter toute surveillance ou soupçon. Claire avait prévenu le restaurant qu'elle devait prendre quelques jours pour des raisons personnelles, prétexte accepté sans difficulté compte tenu des récents remous internes. Quant à Jules, elle l'avait confié temporairement à une voisine de confiance, avec une explication vague et urgente sur un problème de santé d'un collègue. Le trajet vers le bureau principal de Moreau Technologies, situé dans une tour moderne du quartier de la Défense, se fit dans un silence tendu. Claire observait par la vitre les gratte-ciel défiler, étrangère à ce monde de verre et d'acier. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un quartier d'affaires. C'était un univers à l'opposé de tout ce qu'elle connaissait. Réglé, sécurisé, presque clinique. À son arrivée, elle fut conduite par un assistant jusqu'à un étage réservé, loin des open space. Les bureaux étaient minimalistes, silencieux, et peuplés d'employés vêtus de manière identique, chacun plongé dans des tâches silencieuses. Luc l'attendait dans une pièce fermée, sobre, sans luxe ostentatoire. Il l'accueillit d'un signe de tête, sans cérémonie. « Merci d'être venu. » Claire s'assit sans un mot. Elle n'avait pas encore de rôle défini, pas de titre, pas de contrat. Elle était là parce qu'il le lui avait demandé. Elle aurait pu refuser, mais une part d'elle voulait comprendre. Et peut-être inconsciemment, voulait-elle aussi prouver qu'elle était autre chose qu'une simple serveuse. Luc alluma un écran derrière lui. Il s'agissait des images des caméras de sécurité du Jardin de Verre. Il fit défiler la séquence du soir de l'empoisonnement. Claire s'y vit en train de s'approcher de la table, d'intercepter la coupe, d'échanger discrètement les verres. Un enregistrement précis, sans son, mais suffisamment clair pour qu'on comprenne ce qui s'était passé. Elle sentit son estomac se nouer. « Ce que vous avez fait ici, dit-il en désignant l'écran, n'était pas anodin. Vous avez agi avant même d'avoir la certitude d'un danger. Cela signifie que vous avez soit une intuition très fine, soit des informations que je n'ai pas. » Claire inspira lentement. « Je n'ai rien d'autre que ce que j'ai déjà dit. » Luc resta silencieux un moment, puis coupa l'enregistrement.
Ce que vous avez déclenché, malgré vous, c'est une faille. Quelqu'un a réussi à passer tous les filtres de sécurité du restaurant. Ce serveur n'existait dans aucun registre, aucun badge, aucune trace numérique. C'est impossible, sauf si quelqu'un à l'intérieur a aidé. Il fit une pause puis reprit « Et ça signifie que quelqu'un m'approche de très près, trop près. » Claire l'écoutait sans détourner les yeux. Il poursuivit « Je veux que vous restiez dans mon entourage pendant quelques jours. Je vous ai confié à mon équipe rapprochée, mais vous ne ferez pas partie de leur personnel officiel. Vous serez là en tant qu'observatrice. » Elle fronça les sourcils. « Observatrice? De quoi exactement ?» Il s'approcha légèrement, les bras croisés. « Je veux que vous fassiez ce que vous avez fait ce soir-là, que vous regardiez, que vous notiez tout ce qui vous semble hors norme. Il est possible que quelqu'un tente à nouveau quelque chose. Cette fois, je veux que nous soyons prêts. » Claire accepta, malgré l'inconfort de ne pas savoir précisément ce qu'on attendait d'elle. Elle fut installée dans un petit bureau temporaire, équipé d'un ordinateur sans accès aux fichiers internes. Une assistante lui remit un badge restreint et une liste de réunions publiques où Luc serait présent dans les jours à venir. Elle devait l'accompagner, discrètement, sans interférer, mais observer les mouvements du personnel, les échanges, les comportements suspects. Les premiers jours furent étranges. Elle découvrit un monde de codes, de jargon, de jeux de pouvoir à peine masqués derrière des sourires feutrés. Elle reconnut plusieurs visages croisés lors des repas de Luc au restaurant, mais cette fois, il n'était plus client, mais collaborateur, associé ou conseiller. Ce que Claire remarqua très vite, c'est qu'il y avait une tension silencieuse dans les couloirs, une forme de guerre froide en interne. Des regards qui se fuyaient, des réunions à huis clos, des silences gênants quand certains cadres entrèrent dans une pièce. Le 4e jour, au cours d'une conférence interne, Claire assista à un échange tendu entre Luc et l'un de ses vice-présidents, un homme appelé Béranger Leclerc. Les mots restaient polis, mais le ton était glacial. Après la réunion, Claire vit cet homme discuter discrètement avec une autre collaboratrice dans le parking souterrain. Elle ne comprit pas ce qu'il disait, mais capta un nom sur les lèvres de Béranger, Damien. Le nom la frappa immédiatement. Elle ne savait pas encore pourquoi, mais il resta imprimé dans sa mémoire. Le soir même, de retour dans l'appartement temporaire que Luc avait mis à sa disposition, Claire fouilla les archives de presse sur Internet. Elle tapa simplement « Luc Moreau-Damien ». Plusieurs articles apparurent. Des documents financiers, des rapports d'entreprise et un nom complet. Damien Roussel, ancien cofondateur de Moreau Technologies, évincé du conseil d'administration 2 ans auparavant dans des circonstances troubles. Aucun détail précis, aucune accusation formelle, mais beaucoup de spéculations sur des désaccords profonds, des stratégies divergentes et des pertes financières mal expliquées. Claire sentit une première pièce du puzzle se mettre en place. Le nom, le comportement étrange du personnel, la tentative d'empoisonnement. Tout semblait converger vers quelque chose de plus vaste qu'une simple querelle d'entreprise. Le lendemain matin, Luc la convoqua à nouveau. « Avez-vous remarqué quelque chose ?» demanda-t-il. Claire lui parla de la réunion, du comportement de Béranger et du nom entendu. Luc hocha lentement la tête, sans surprise. « Damien, je m'en doutais. » Claire fronça les sourcils. « Qui est-il réellement pour vous ?» Il répondit simplement d'un ton dur. « Un homme qui croit que cette entreprise lui appartient encore et qui est prêt à tout pour la reprendre. » Claire comprit alors que ce qu'elle avait déclenché en sauvant la vie de Luc dépassait de loin un simple accident. Elle était désormais au cœur d'un conflit de pouvoir où les règles n'étaient pas toujours visibles et où la vérité se cachait derrière des sourires polis. Et elle savait, à cet instant, qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Le soleil déclinait sur la défense, étirant les ombres des tours et effaçant peu à peu les derniers reflets dorés sur les vitres des bureaux. Claire, assise dans le petit espace de travail temporaire qui lui avait été assigné, relisait ses notes de la journée. Elle avait tout consigné avec rigueur. Les comportements suspects, les conversations captées au détour d'un couloir, les regards échangés entre collaborateurs lors des réunions et surtout, les noms. Le nom de Damien Roussel revenait à plusieurs reprises, évoqué toujours à voix basse, jamais en présence de Luc, comme s'il s'agissait d'un mot interdit dans cette enceinte froide et perfectionniste. Depuis son intégration discrète dans l'entourage de Luc Moreau, Claire avait appris à reconnaître les mécanismes internes d'un monde qui lui avait toujours été étranger. Derrière les costumes sur mesure et les cafés servis à heure fixe,
Elle avait perçu des tensions plus profondes qu'aucun employé ne se risquait à nommer. Luc lui-même semblait marcher sur un fil tendu entre la prudence et la méfiance. Il multipliait les entretiens en privé, ne restait jamais longtemps dans la même pièce et modifiait constamment son emploi du temps. Une routine perturbée par la peur d'un ennemi invisible, ou pire, d'un ennemi proche. Le 6e jour, alors qu'elle accompagnait Luc à une réunion confidentielle dans une filiale satellite, Claire remarqua une attitude inhabituelle chez une assistante senior, Pauline Mérignac. Cette femme d'apparence irréprochable était connue pour sa loyauté à toute épreuve. Pourtant, durant cette réunion, Claire l'a surpris à transmettre un document à un autre cadre sans passer par le protocole habituel. Le document, visiblement confidentiel, n'avait rien à faire entre les mains de ce destinataire, un responsable des opérations que Luc avait écarté des grands dossiers quelques mois auparavant. Claire nota l'incident, sans encore en comprendre les implications, mais la méfiance s'installa. Le soir même, Luc, fatigué, lui demanda de rester après les heures de bureau. Dans une salle sobre et insonorisée, il lui offrit un café et s'assit en face d'elle. « J'ai toujours cru que je savais lire les gens. » Sa voix était calme mais chargée de lassitude. « Mais ces derniers mois, quelque chose a changé. Je sens des fissures. Des gens en qui j'ai eu confiance me paraissent soudain opaques. Je ne suis plus certain de pouvoir distinguer l'ambition de la trahison. » Claire ne répondit pas. Elle savait qu'il attendait plus qu'une réaction. Elle posa ses notes sur la table, les glissa vers lui. Pauline Mérignac a transmis un document confidentiel à quelqu'un qui ne devait pas le recevoir. Je l'ai vu. Luc regarda la feuille, la relut plusieurs fois, puis reposa lentement sa tasse. Je m'en doutais, mais je ne voulais pas le croire. Elle est ici depuis presque 10 ans. Elle m'a suivi à travers toutes les crises. Claire ajouta doucement, « C'est souvent ceux qui sont là depuis le début qui finissent par se sentir indispensables. » Luc esquissa un sourire sans joie. Puis, plus sérieux, il se pencha vers elle. « Je dois vous poser une question difficile, Claire. Ne le prenez pas comme une accusation. C'est une nécessité. » Elle le fixa, le cœur déjà accéléré. « Pourquoi avez-vous réagi aussi vite ce soir-là au restaurant ? Vous avez vu un inconnu, vous avez senti quelque chose d'anormal, et vous avez agi sans hésiter. » Elle inspira profondément. Cette question revenait encore, comme un refrain. « Parce que je sais ce que c'est que de sentir qu'on est en danger. Mon frère et moi, on a grandi dans un quartier où on devait lire les signes avant qu'ils deviennent des menaces. J'ai vu des visages nerveux, des mains tremblantes, des gestes trop précis pour être innocents. J'ai reconnu ça chez ce faux serveur. J'ai reconnu la peur. Pas la peur d'être pris, la peur d'échouer. » Luc resta silencieux un long moment, puis il hocha lentement la tête. « Vous êtes plus lucide que beaucoup de mes directeurs. » Claire réprima une réponse cynique. Elle n'était pas là pour être flattée. Le lendemain, elle assista à une réunion stratégique où furent abordés plusieurs projets futurs de Morrow Technologies. Parmi les participants figurait un homme qu'elle n'avait encore jamais vu de près, Maxence Delval, directeur du développement. Il parlait peu, mais quand il le faisait, tout le monde se taisait. Claire sentit immédiatement que cet homme avait un poids bien supérieur à ce que son titre laissait entendre. Elle observa ses interactions avec Luc, cordiales mais froides, et surtout son regard vers Claire, un mélange d'analyse et de prudence, comme s'il savait qu'elle n'était pas simplement une nouvelle recrue. Quelques heures plus tard, en descendant vers la station de métro de la Défense, Claire eut la sensation tenace d'être suivie. Elle accéléra légèrement le pas, se retourna à plusieurs reprises, sans apercevoir de visage familier. Mais la sensation ne la quittait pas. Ce n'était pas une peur irrationnelle. C'était une certitude qui s'était ancrée dans ses gestes. Elle monta dans une rame bondée, changea de wagon à la dernière seconde, puis descendit 2 arrêts plus tôt que prévu. Aucun visage ne ressortait du lot, mais elle savait qu'un filet s'était resserré autour d'elle. Elle n'était plus seulement une observatrice. Elle était devenue une cible. Lorsqu'elle rentra enfin chez elle, tard dans la soirée, elle trouva la porte de son appartement entr'ouverte. Le cœur au bord des lèvres, elle entra lentement. Tout semblait en place. Aucun objet déplacé, aucun tiroir ouvert. Mais sur la table, un détail la fit s'arrêter net. Une feuille blanche, pliée en 2, sans enveloppe, simplement posée là. Elle l'ouvrit. Une phrase unique, écrite à la main, sans signature. « Éloigne-toi, pendant qu'il en est encore temps. » Claire resta figée.
Ce n'était pas une menace directe, pas une intimidation violente, mais c'était clair. Quelqu'un savait où elle vivait. Quelqu'un avait pénétré chez elle sans rien voler, sans rien casser, juste pour laisser ce message. Un message qui, loin de lui faire peur, confirma ce qu'elle soupçonnait depuis des jours. Elle était sur la piste de quelque chose de bien plus grave qu'un simple conflit d'entreprise. Et désormais, elle n'était plus la seule à le savoir. La matinée suivante débuta sous un ciel lourd, chargé de nuages bas et d'un air poisseux qui collait aux vêtements. Claire, malgré les événements de la veille, n'avait pas dormi plus de 2 heures. Elle avait passé la nuit à fixer la porte d'entrée, incapable de fermer l'œil, le mot laissé sur sa table revenant en boucle dans son esprit. Aucun voisin n'avait vu de passage étrange, aucune caméra dans le couloir du vieil immeuble n'avait été installée. L'avertissement avait été aussi silencieux que précis. Elle n'avait pas prévenu Luc, ni les autorités. Ce n'était pas la peur qui la retenait, mais la certitude que tout signalement officiel aurait pour seul effet d'accélérer le danger. Elle arriva au siège de Morrow Technologies, les traits tirés, mais la démarche ferme. Luc n'était pas encore présent, mais son assistante, Florence, l'attendait. Elle conduisit Claire dans un petit salon privé, où un petit déjeuner l'attendait déjà. Luc entra une dizaine de minutes plus tard, sans dossier ni téléphone. Il la fixa un instant avant de s'asseoir. « Vous avez mauvaise mine. » Claire ne répondit pas. Elle sortit le papier plié de son sac et le posa lentement sur la table entre eux. Luc le lut d'un seul regard sans montrer la moindre émotion. « Chez vous ?» Elle acquiesça. « Je n'ai rien dit à personne, ni à la police, ni ici. » Luc se redressa, croisant les bras. « Vous savez ce que cela signifie, Claire. Ils savent que vous êtes avec moi, et ils veulent vous faire sortir du jeu avant que vous ne compreniez tout. » Elle soutint son regard. « Peut-être que je ne suis pas censé comprendre justement. Peut-être qu'on m'a placé là où je suis utile pour un moment, et que maintenant je deviens un problème. » Luc secoua la tête lentement. « Ce n'est pas moi qui vous ai mise là, c'est vous. » En agissant ce soir-là, en refusant de fermer les yeux. Il marqua une pause, puis ajouta « Si vous le souhaitez, je peux vous éloigner de tout cela dès aujourd'hui. Une relocalisation temporaire, l'effacement de votre trace dans nos systèmes, un soutien financier pour vous et votre frère, le temps que les choses se calment. » Claire sentit une colère froide monter en elle. « Vous voulez que je disparaisse ?» Luc pencha légèrement la tête. « Je vous offre une sortie, parce qu'après ce qui s'est passé chez vous, je sais que votre vie est menacée, et que c'est de ma faute. » Elle baissa les yeux quelques secondes, puis répondit d'une voix posée « Je ne vais nulle part. » Il la regarda longuement, puis acquiesça. Ce fut ce jour-là que Luc changea de stratégie. Il arrêta de considérer Claire comme une variable. Elle devenait une alliée. Mieux encore, une présence nécessaire dans un environnement où chacun semblait porter un masque. Luc annonça officiellement à son équipe rapprochée que Claire serait désormais sa collaboratrice directe pour les affaires de veille stratégique. Un titre flou, qui ne disait pas grand-chose, mais qui suffisait à justifier sa présence dans toutes les réunions internes importantes. Elle reçut un badge sécurisé, un bureau adjacent à celui de Luc et l'accès à certains documents restreints. Beaucoup de regards sceptiques se tournèrent vers elle, mais aucun ne se permit de poser une question. Tous comprirent que sa position venait de Luc lui-même. Très vite, Claire se rendit compte que l'entreprise fonctionnait comme un organisme vivant, mais malade. Certaines cellules étaient saines, d'autres corrompues, et il devenait de plus en plus difficile de distinguer les unes des autres. Elle commença à travailler aux côtés de l'équipe de sécurité numérique qui lui montra comment les intrusions internes étaient souvent maquillées en erreurs techniques. Des fichiers effacés accidentellement, des mails envoyés à de fausses adresses, des accès donnés temporairement à des prestataires jamais identifiés. Elle se rapprocha aussi de Léa Benayoun, une analyste de risques financiers qui, à la surprise de Claire, partageait les mêmes doutes. Ensemble, elles commencèrent à recouper des données, mouvements bancaires inhabituels, projets suspendus sans explication, employés transférés entre filiales de façon incohérente. Tout dessinait la forme d'un réseau parallèle. Quelqu'un utilisait la structure même de Morrow Technologies pour déplacer, dissimuler, manipuler. Un soir, alors qu'elle travaillait tard, Claire croisa Maxence Delval, le directeur du développement. Il s'arrêta devant son bureau, la regarda avec une expression neutre. « Je ne suis pas certain de comprendre ce que vous faites ici. » Claire le fixa, sans répondre. « Vous êtes intelligente, Claire. Mais n'oubliez pas que dans ce monde,
Comprendre trop de choses trop vite peut coûter plus cher que l'ignorance. Il s'éloigna sans un mot de plus. Elle resta immobile, glacée. Cette remarque n'était pas une menace, mais une mise en garde. Une parmi d'autres. Le jour suivant, alors qu'elle rejoignait Luc pour une réunion stratégique sur la sécurité de la société, elle aperçut, dans le couloir menant à la salle, un visage qui la fit s'arrêter net. Un homme vêtu d'une tenue de technicien tirait un chariot de maintenance. Rien d'anormal, sauf que Claire l'avait vu ailleurs. Ce visage, elle l'avait gravé dans sa mémoire. C'était celui du serveur qui avait disparu la nuit de la tentative d'empoisonnement. Il portait à présent une fausse moustache et des lunettes, mais c'était lui. Elle en était certaine. Elle accéléra le pas, mais l'homme tourna dans un couloir de service avant qu'elle ne puisse l'approcher. Elle le suivit, mais ne trouva qu'un chariot abandonné. L'homme avait disparu à nouveau. Elle alerta immédiatement Luc, qui fit verrouiller l'accès à tous les niveaux du bâtiment, mais aucune trace ne fut retrouvée. Aucune caméra ne l'avait enregistré. Aucun badge n'avait été utilisé. Une fois encore, l'intrus avait su comment s'effacer. Ce jour-là, Claire comprit que la menace n'était pas seulement structurelle, financière ou informatique, elle était physique. Quelqu'un s'introduisait dans les bâtiments, observait, testait les failles et se retirait sans laisser de traces. Et ce quelqu'un avait été là, à quelques mètres d'elle. Luc, pour la première fois, perdit son calme. « Il faut qu'on trouve qui, dans mon équipe, laisse entrer ces gens, et il faut le faire vite. » Claire savait déjà que la réponse n'allait pas tarder à apparaître, et qu'elle n'allait probablement pas venir des chiffres, ni des réunions, mais des souvenirs. Des détails qu'elle seule semblait voir. Elle comprenait que son rôle dans cette histoire n'était pas une coïncidence. Elle n'était pas une pièce rapportée. Elle était devenue un maillon essentiel d'une vérité enfouie. Une vérité que d'autres risquaient de tout faire pour garder enterrée. Le jour où tout bascula arriva sans le moindre signal d'alerte. Jusqu'à la fin de la matinée, tout semblait suivre un ordre précis. Claire avait accompagné Luc à une réunion avec des représentants du ministère de l'économie concernant une future coopération technologique. Le ton était formel, les visages impassibles, et aucune tension particulière n'avait été perceptible. Luc avait répondu aux questions avec son calme habituel, maîtrisant parfaitement son image, tandis que Claire, assise légèrement en retrait, notait chaque mot, chaque variation de ton, chaque changement subtil dans les attitudes des participants. Mais en sortant du bâtiment public, escorté par 2 agents de sécurité discrets, Luc reçut un appel qui interrompit net sa marche. Il répondit sans un mot, s'arrêta, puis se retourna vers Claire avec un regard qu'elle ne lui connaissait pas, inquiet, profondément secoué. « Il y a eu une intrusion dans notre siège, dit-il. Quelqu'un est entré dans l'aile confidentielle. » Ils montèrent aussitôt dans le véhicule et le trajet se fit dans un silence presque irréel. En arrivant, les lieux étaient déjà bouclés. L'accès au 7e étage, où étaient stockés les documents les plus sensibles de Morrow Technologies, avait été forcé sans qu'aucun signal d'alarme ne soit déclenché. Les enregistrements des caméras de surveillance, une fois encore, avaient été effacés. Aucun visage, aucun mouvement, rien. Juste un couloir désert et une salle laissée dans un calme sinistre. Mais les effets étaient dévastateurs. Une grande partie des dossiers confidentiels concernant les derniers contrats internationaux avaient disparu. Des versions papier, des disques durs externes et surtout un document unique. Une synthèse stratégique que Luc n'avait jamais envoyée numériquement, précisément pour éviter les risques d'interception. Ce document contenait une cartographie précise des alliances économiques en cours, des négociations non officielles avec plusieurs gouvernements, ainsi que les failles identifiées dans les systèmes concurrents. C'était un trésor de guerre pour n'importe quel adversaire. Luc explosa de colère à huis clos. Pour la première fois depuis que Claire l'avait rencontré, il perdit totalement son sang-froid. Il convoqua son équipe rapprochée, exigea des comptes, interrogea chaque responsable de sécurité, mais aucune explication satisfaisante ne put être donnée. Chacun répétait la même phrase. Tout était en ordre ce matin, mais tout, visiblement, ne l'était pas. Dans les heures qui suivirent, la situation dégénéra. Une fuite massive dans la presse fit état d'un scandale potentiel. Un article, publié par un média économique d'envergure nationale, révélait que Morrow Technologies aurait manipulé des appels d'offres publics pour évincer ses concurrents. Une liste partielle de documents prétendument dérobés
accompagnaient l'article, dont certains éléments exacts prouvaient qu'un vol réel avait eu lieu. En l'espace de quelques heures, la rumeur devint une certitude pour l'opinion publique. Luc Moreau avait triché pour asseoir son empire. Claire, elle, observait le chaos en silence. Elle voyait les collaborateurs se renvoyer les responsabilités, les employés prendre leur distance, les partenaires hésiter à répondre aux appels. Les titres en bourse s'effondraient à vue d'œil. Les médias parlaient de effondrement d'un géant, et les analystes financiers spéculaient déjà sur la chute inévitable du patron visionnaire devenu trop puissant. Mais le pire n'était pas encore arrivé. En fin d'après-midi, alors que Claire sortait de son bureau improvisé pour aller rejoindre Luc, elle découvrit une enveloppe glissée sous la porte. Aucune indication, aucun timbre, juste une feuille à l'intérieur. Elle la déplia lentement. Quelques mots seulement, tapés à la machine. « Tu n'as pas sauvé la bonne vie ». Elle resta figée, la feuille dans les mains, incapable de bouger. Cette fois, le message était personnel. Il ne cherchait plus à la dissuader. Il la jugeait. Il la punissait. Comme si son geste, celui qui avait tout déclenché, n'avait pas été un acte de bravoure, mais une erreur fondamentale. Elle comprit que quelqu'un observait non seulement ses gestes, mais aussi ses choix. Et ce quelqu'un pensait qu'elle aurait dû laisser Luc mourir. Elle apporta immédiatement le message à Luc. Il le lut sans dire un mot, puis le froissa lentement avant de le jeter dans une corbeille métallique. Il alluma une cigarette, chose rare chez lui, et laissa le silence s'installer quelques instants avant de parler. « Voilà ce que je redoutais. Ils ne veulent pas seulement me ruiner. Ils veulent retourner tout contre moi. » Claire s'assit en face de lui, le cœur serré. « Et si ce qu'ils ont volé servait à fabriquer de fausses preuves contre vous, ou à retourner vos alliances ?» Luc hocha la tête. « C'est déjà en cours. Les documents volés sont réels, mais ils peuvent être modifiés, sortis de leur contexte. Ce qu'ils cherchent, c'est l'effondrement moral, que je perde la crédibilité avant même qu'on ait le temps de se défendre. » Le lendemain, les conséquences furent immédiates. Des partenaires suspendirent leur contrat. Des investisseurs retirèrent leur participation. Des avocats convoquèrent Luc pour qu'il prépare une défense publique. Des rumeurs de trahison interne se multiplièrent. Plusieurs membres de son équipe démissionnèrent dans la foulée. Parmi eux, Pauline Mérignac, celle que Claire avait déjà repérée. Elle partit sans mots, sans adieu, emportant avec elle un disque dur dont personne ne retrouva jamais la trace. La presse traquait chaque mouvement de Luc. Claire aussi fut mentionnée dans quelques articles, présentée comme une nouvelle collaboratrice mystérieuse, apparue juste avant le début des scandales. Certains y virent une manœuvre de diversion. D'autres, un coup de charme de Luc. Quelques-uns, les plus incisifs, l'accusèrent même d'être une espionne d'entreprise placée là pour provoquer une chute volontaire. Le poison de la suspicion s'infiltrait dans chaque interstice. Claire refusa de quitter son poste. Elle savait que s'éloigner à ce stade serait interprété comme un aveu de culpabilité. Elle restait non par loyauté aveugle envers Luc, mais parce qu'elle pressentait que la vérité était plus vaste que ce que les journaux affirmaient. Cette chute brutale n'était pas seulement une vengeance, c'était une stratégie. Quelqu'un cherchait à rayer Luc Moreau du paysage économique et médiatique sans jamais avoir à le confronter directement. Et ce quelqu'un connaissait assez bien l'intérieur du système pour en manipuler chaque levier. La tour de verre de Moreau Technologies, autrefois symbole de réussite et de stabilité, se transformait progressivement en un bastion assiégé. Les couloirs semblaient plus étroits, les regards plus lourds, les silences plus chargés. Luc, désormais sous le feu constant des médias et des autorités de régulation, passait le plus clair de son temps enfermé avec ses avocats et ses stratèges de communication. Le rythme de travail s'était accéléré brutalement, mais ce n'était plus pour innover ni bâtir, c'était pour se défendre, colmater les brèches, éviter le naufrage. Claire, au milieu de cette tempête, poursuivait ses observations. Son statut de proche collaboratrice de Luc la plaçait dans une position inconfortable. Elle était tolérée par les uns, crainte par les autres et soupçonnée par presque tous. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'elle avait commencé de son propre chef une recherche parallèle. Elle voulait comprendre. Non pas pour sauver Luc, ce n'était pas son rôle, mais parce qu'elle sentait que la vérité n'avait pas encore été complètement révélée. Les accusations, aussi nombreuses soient-elles, ressemblaient à une couverture, une diversion. Comme si, derrière l'effondrement visible,
se jouait un affrontement bien plus personnel. C'est en repassant mentalement chaque détail de ses anciens services au jardin de verre qu'un souvenir lui revint. Un client, un homme discret, toujours seul, qui venait dîner en fin de soirée. Il avait pour habitude de demander des plats hors carte, s'asseyait toujours dans un coin isolé et observait la salle plus qu'il ne dégustait. À l'époque, Claire n'y avait pas prêté plus d'attention, habituée à l'indifférence feutrée des habitués fortunés. Mais aujourd'hui, elle repensait à lui différemment. Elle se souvenait de questions posées de façon détachée. « Ce monsieur là-bas, c'est bien Luc Moreau? Il vient souvent? Il commande toujours la même chose ?» Des phrases anodines, noyées dans la conversation, mais qui prenaient une autre dimension avec ce qu'elle savait désormais. Elle se connecta à l'ancien système de réservation du restaurant dont elle avait encore accès grâce à son compte inactif. Elle fouilla les archives, consulta les listes de clients. Elle identifia une série de réservations à un nom récurrent, Armand Delair. Des dîners espacés, réguliers, tous sur des soirs où Luc était effectivement présent. Et l'adresse e-mail utilisée pour les réservations, bien qu'effacée depuis, laissa une trace qu'elle put faire recouper par Léa Benayoun, son alliée au sein de l'entreprise. Léa, après une recherche rapide, revint avec une réponse qui fit l'effet d'un coup de tonnerre. L'adresse était reliée à un ancien domaine d'entreprise fermé depuis 2 ans, appartenant à une structure satellite de Moreau Technologies, dissoute après le départ d'un des cofondateurs. Claire demanda aussitôt le nom du cofondateur en question. Elle le savait déjà, mais elle avait besoin de l'entendre à voix haute. Damien Roussel. Le puzzle prenait enfin forme. Claire comprit que ce client, venu incognito au jardin de verre, n'était pas un simple curieux. Il était là pour observer Luc dans un environnement non professionnel, pour étudier ses habitudes, ses gestes, ses failles, peut-être même pour tester la réactivité de son entourage. Et Claire, sans le savoir, avait été testée ou repérée. C'était peut-être à ce moment que son sort avait été scellé, quand elle avait attiré l'attention non pas pour ce qu'elle faisait, mais pour ce qu'elle voyait. Elle décida d'aller plus loin. Elle contacta discrètement un ancien collègue du restaurant, Antoine, qui travaillait maintenant dans un autre établissement. Après plusieurs hésitations, il accepta de la retrouver. Ils se virent dans un bistrot discret de Montparnasse, loin des circuits habituels. Antoine se souvenait très bien de ce client. Il confirma qu'il posait souvent des questions sur Luc et ajouta un détail troublant. Une fois, il a laissé tomber une carte en partant. Je l'ai ramassée. Il y avait juste un nom dessus, pas celui qu'il utilisait pour les réservations. Un autre, Damien Roussel. Claire sentit une tension dans son ventre. L'homme ne se cachait même pas tant que ça. Il agissait sous un faux nom, mais laissait des indices volontairement. Il voulait qu'on le remarque. Il voulait que certains sachent qu'il était de retour. Elle remercia Antoine, lui recommanda de ne parler de rien à personne, et repartit aussitôt. Le lendemain, elle assista avec Luc à un événement d'affaires incontournable, une réception privée organisée dans un grand hôtel parisien où se retrouvaient industriels, investisseurs, ministres et journalistes. Une opportunité pour Luc de montrer qu'il restait debout malgré la tempête. Il était tendu mais parfaitement préparé. Il savait que ce genre de soirée pouvait autant l'enfoncer que le réhabiliter. Claire, en robe noire sobre, l'accompagnait en tant qu'assistante, discrète mais attentive. Elle scanna la salle dès leur arrivée. De nombreux visages familiers, des conversations polies, des sourires de façade. Et puis, au détour d'un déplacement vers le buffet, elle le vit. Damien Roussel. Il était là, debout, seul, un verre à la main, parfaitement à l'aise. Il portait un costume clair, un air serein, et regardait en direction de Luc avec une expression indéchiffrable. Claire sentit sa respiration se suspendre. Elle se plaça de manière à ne pas être vue tout de suite, mais elle n'eut pas besoin d'attendre longtemps. Après quelques secondes, Damien tourna lentement la tête et fixa directement Claire. Un regard long, calme, dénué d'animosité apparente, mais profondément troublant. Il leva légèrement son verre, comme pour trinquer à distance. Elle resta figée. Ce n'était pas une rencontre fortuite. Il savait qu'elle serait là. Il voulait qu'elle le voie. Il n'avait plus besoin de se cacher. À ses yeux, le jeu était lancé et les pièces désormais en place. Claire rejoignit Luc sans un mot. Elle savait que les heures à venir allaient tout changer. Elle avait vu dans le regard de Damien non pas une menace immédiate, mais une déclaration. Il était de retour. Il avait des comptes à régler. Et il avait décidé que Luc
et tous ceux qui l'entouraient allèrent devoir en payer le prix. Le lendemain de la réception à l'hôtel, Paris semblait plus froide, plus lente, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Claire, pourtant habituée à masquer ses émotions depuis des années, sentait une tension nouvelle dans chaque geste. Le regard de Damien Roussel la hantait. Il n'y avait eu ni menace, ni mots, ni mouvement brusque. Seulement ce regard précis, tranchant, qui disait tout sans dire un mot. Il contrôlait la scène. Il savait exactement où se placer, quand se montrer, et à qui s'adresser par le simple pouvoir d'un contact visuel. Il n'était plus dans l'ombre. Il était sur scène, et Claire venait d'être invitée au premier rang. Luc, de son côté, n'avait pas mentionné Damien à voix haute. Il avait vu l'homme dans la salle, bien sûr, mais il n'en avait pas parlé à Claire, ni à ses collaborateurs. Ce silence, inhabituel chez lui, trahissait plus qu'une inquiétude. C'était de la concentration. Il préparait quelque chose, et Claire n'en serait informée qu'au dernier moment. L'agenda des jours suivants fut vidé de presque toutes les réunions internes. Le personnel, par consignes express, devait se concentrer uniquement sur l'organisation d'un événement crucial. Le dîner de gala annuel de la Fondation Moreau, destiné à réunir les figures clés du monde économique, politique et diplomatique. Un moment censé affirmer la stabilité de l'Empire malgré les secousses récentes. Luc décida de maintenir le dîner contre l'avis de certains conseillers. Il voulait faire face, démontrer qu'il gardait le contrôle, que son autorité ne se limitait pas aux communiqués officiels. Claire sentit que ce dîner serait plus qu'un simple acte de présence. Ce serait un test, un lieu d'observation, un terrain stratégique où chaque détail compterait. Elle proposa d'aider à la coordination. Luc accepta. Elle s'occupa de la disposition des tables, des placements des invités, des consignes aux services de sécurité et surtout du recrutement du personnel de restauration. Cette fois, pas question de faire appel à des agences externes non vérifiées. Chaque nom, chaque document, chaque antécédent fut vérifié. Et pourtant, malgré toutes ces précautions, Claire restait nerveuse. Elle connaissait les méthodes de Damien. Il n'avait pas besoin d'entrer par la porte. Il savait manipuler les failles humaines, exploiter les routines, se glisser dans les espaces invisibles des systèmes trop confiants. Le soir du dîner arriva. Le lieu choisi n'était pas la tour Moreau, mais un pavillon classé du 16e arrondissement, loué pour l'occasion. Un décor somptueux, classique, presque solennel. Les invités commencèrent à arriver dès 20h. Politiques, diplomates, PDG, membres d'organisations internationales. Tous venaient saluer Luc avec une cordialité mesurée, curieuse, parfois inquiète. Claire, vêtue d'une tenue sobre et professionnelle, circulait entre les tables, communiquait discrètement avec l'équipe, surveillait les détails. Chaque verre, chaque assiette, chaque serveur, tout se déroulait sans accroc, jusqu'à l'instant où Claire, en passant près de la table centrale, reconnut un visage. Pas un invité, un membre du personnel, l'un des serveurs du buffet. Elle s'arrêta net. C'était lui, le serveur de la nuit de l'empoisonnement, celui qui avait disparu. Son visage était légèrement modifié, coupe de cheveux différente, posture plus assurée. Mais Claire le reconnut immédiatement. Elle le fixa, ne cligna pas des yeux. Il croisa son regard une fraction de seconde, puis détourna les yeux sans accélérer le pas. Il se fondit parmi les autres, continuant de servir comme si de rien n'était. Claire n'hésita pas. Elle s'approcha d'un agent de sécurité interne, murmura quelques mots. L'ordre fut clair. Suivre le serveur mais sans intervention brutale. Ne pas créer de scène. S'il quittait les lieux, le suivre discrètement. Luc devait être prévenu, mais pas avant que Claire n'ait confirmé ce qu'elle soupçonnait. Elle se rapprocha du buffet. Le serveur, visiblement, avait pour tâche de surveiller les plats froids. Elle s'approcha, observa ses gestes. Il remplissait les assiettes avec calme, ne parlait pas, ne souriait pas. Mais il regardait, toujours. Il scrutait les allées, les visages, les allées et venues de Luc. Et à un moment, il saisit un plateau de coupe de vin blanc et se dirigea lentement vers la table principale. Claire sentit son cœur s'emballer. Elle coupa sa trajectoire, s'interposa avec calme. « Je vais m'en occuper, merci. » Il hésita une demi-seconde, puis lui tendit le plateau. Claire le prit, fixa les coupes. Tout semblait normal. Mais elle savait qu'il suffisait d'un geste invisible, d'un détail imperceptible, pour que l'irréparable se produise. Elle fit demi-tour, mais, au lieu d'aller vers la table,
Elle se dirigea vers un couloir discret menant aux cuisines. Elle posa le plateau, sortit un testeur chimique portatif qu'un analyste de l'équipe de Luc lui avait confié après les derniers incidents. Elle plongea une bandelette dans 2 coupes différentes. Une réaction apparut immédiatement. Claire se figea. Une des coupes contenait une toxine non identifiée. Elle referma le plateau, appela immédiatement Luc par l'intermédiaire de son canal sécurisé. Moins d'1 minute plus tard, il la rejoignait. Elle lui montra les résultats du test, expliqua l'origine du plateau. Luc appela 2 agents de sécurité qui interpellèrent discrètement le serveur. Mais l'homme ne résista pas. Il se laissa escorter sans un mot, comme s'il avait prévu cette fin. En quittant la salle, il lança un regard vide à Claire. Pas de haine, pas de surprise, juste une lassitude froide. Luc remercia Claire d'un simple regard. Il ne dit rien. Il n'y avait rien à ajouter. Elle venait, une fois encore, d'éviter une tragédie. Mais cette fois, la tentative avait été plus sophistiquée, mieux intégrée et plus audacieuse. Le message était clair. Damien ne se contenterait plus de manipuler l'opinion publique. Il voulait frapper directement, physiquement, détruire Luc en personne. Le reste de la soirée fut maintenu, malgré l'agitation en coulisses. Luc reprit sa place à table, adressa un discours sobre mais déterminé, évoqua la résilience, l'importance de l'éthique, sans jamais mentionner l'incident. Claire resta debout, en retrait, les yeux fixés sur chaque visage. Elle comprit alors qu'ils étaient nombreux à jouer un rôle dans ce théâtre silencieux, et que la vérité, si elle voulait l'atteindre, exigerait plus que des soupçons. Elle devrait confronter Damien, face à face, sans filtre et sans détour. Le lendemain du dîner de gala, l'ambiance chez Morrow Technologies était suspendue dans une forme de tension permanente. Les couloirs semblaient plus silencieux que d'habitude. Les conversations étaient réduites à des échanges brefs, et même les écrans d'ordinateur paraissaient s'éteindre plus vite, comme si chaque geste, chaque mot, chaque décision pouvait être surveillée. Claire, elle, n'avait pas dormi. L'interpellation du serveur n'avait pas mis fin à la menace. Au contraire, elle prouvait que Damien n'avait plus peur d'agir ouvertement. Il ne se contentait plus de saboter des contrats ou de manipuler la presse. Il voulait mettre un point final à son affrontement avec Luc. Et cette fois, il utilisait toutes les armes disponibles. Le serveur capturé la veille refusait de parler. Durant l'interrogatoire discret organisé par une équipe de sécurité privée, il n'avait fourni aucune information utile. Pas de nom réel, pas de contact, pas de justification. Il affirmait avoir été payé pour servir, rien de plus. L'analyse toxicologique avait confirmé la présence d'une substance dangereuse dans l'une des coupes, identique à celle retrouvée lors de la première tentative d'empoisonnement. Les empreintes digitales avaient été effacées. Le téléphone jetable qu'il portait sur lui était vide, sans carte SIM. Un fantôme de plus, envoyé pour faire peur, tester les réflexes ou achever ce qui avait commencé des mois plus tôt. Luc, désormais persuadé que le sabotage ne venait pas uniquement de l'extérieur, convoqua une réunion d'urgence avec les membres restants de son conseil stratégique. Plusieurs chaises étaient vides. Certains anciens proches s'étaient déjà éloignés par peur ou opportunisme. Ce qui restait de son noyau dur était réduit à quelques fidèles, dont Léa Maxence Delval, malgré sa froideur persistante, et 2 directeurs juridiques. Claire fut invitée à y assister. Elle prit place discrètement, écouta, observa. Luc parla avec fermeté. Il expliqua qu'il soupçonnait depuis longtemps une main interne dans la série de crises qui avait frappé son entreprise. Il évoqua Damien sans le nommer, en parlant d'un ancien associé évincé qui cherche à revenir en force par des moyens illégitimes. Personne ne protesta, mais personne ne réagit vraiment non plus, comme si l'inertie avait remplacé la loyauté. C'est alors que Claire se leva. Elle n'avait pas prévu de parler, mais elle le fit. « Je crois que je sais comment il s'est infiltré. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Luc l'invita à continuer. Claire sortit une série de documents qu'elle avait récupérés avec l'aide de Léa. Il s'agissait d'anciens échanges de mails entre certains responsables de la sécurité informatique et une société de conseil prétendument externe. En croisant les adresses IP, elles avaient découvert que la société en question n'existait pas. Pire, les échanges avaient été acheminés par un serveur anciennement lié à une filiale de Damien Roussel, fermée officiellement 3 ans plus tôt. Luc comprit immédiatement ce que cela signifiait. Ce n'était pas seulement une trahison discrète, c'était une structure parallèle,
encore active, utilisant les anciens réseaux de l'entreprise pour saboter le présent. Et l'un des noms associés à ces échanges apparut dans les métadonnées d'un document. Pauline Mérignac. Elle qui avait quitté le navire au plus fort de la crise. Elle n'avait pas fui. Elle avait terminé sa mission. Claire, en quittant la salle, sentit qu'un point de bascule avait été atteint. Pour la première fois, Luc disposait d'une preuve technique que le sabotage était organisé, planifié, soutenu par une logistique complexe. Il pouvait désormais engager des poursuites, alerter les autorités, lancer une contre-offensive juridique et médiatique. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait comprendre le mobile profond et surtout le lien avec Claire. Car une chose restait floue. Pourquoi Damien, au sommet de son plan de vengeance, semblait-il aussi fasciné par elle? Pourquoi ce regard, ce message laissé chez elle, cette façon de la viser sans jamais l'atteindre? Elle n'était pas une directrice, ni une héritière, ni une ancienne partenaire de Luc. Elle n'était, aux yeux du monde, qu'une serveuse devenue assistante. Rien de plus. Ce fut Luc qui lui apporta la réponse, d'une voix basse, presque désolée, alors qu'ils étaient seuls dans son bureau. « Claire, je ne te l'ai pas dit, mais ton nom m'était déjà familier, avant même que tu me sauves la vie. » Elle le fixa, interdite. « Ton père, Henri Dufresne, il a travaillé ici, il y a longtemps, avant même la fondation officielle de Moreau Technologies. Il était technicien en développement de prototypes, doué, très discret. Il n'a jamais fait de vagues. » Claire sentit une crispation dans la nuque. Elle n'avait que des souvenirs flous de son père, disparu quand elle était adolescente, officiellement mort dans un accident de la route. Mais elle se souvenait aussi de discussions à demi-mot à la maison, de silences lourds entre ses parents, de nuits où sa mère pleurait croyant que les enfants dormaient. Luc continua. Henri a découvert des anomalies dans les premiers partenariats que nous avions avec Damien. Il avait commencé à rassembler des documents. Il a voulu parler, mais il a été mis à l'écart. Techniquement, il a démissionné. Quelques mois plus tard, il était mort. Claire ne répondit pas. Elle fixait un point invisible sur le mur. « Tu crois que c'est un hasard, Claire ?» demanda Luc. « Que tu sois là aujourd'hui, que tu aies été celle qui a vu ce que personne n'a vu ?» Elle secoua lentement la tête. « Non, ce n'est pas un hasard, mais ce n'est pas un choix non plus. Je n'ai rien demandé. Je ne suis pas là pour venger mon père. » Luc se leva, fit quelques pas, puis se retourna. « Damien pense que tu vas choisir. Il croit que tu es une faiblesse dans mon système. Il se trompe. » Claire le regarda, puis dit calmement, « Il ne se trompe pas. Je vais choisir. Mais je vais choisir de dire la vérité. Toute la vérité. » Le silence qui suivit fut plus fort que n'importe quel discours. Un plan se forma alors, à mi-voix, entre deux respirations. Utiliser les médias. Organiser une conférence. Sortir des documents. Nommer Damien. Montrer les preuves. Exposer le réseau. Raconter ce que Claire savait, ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait vécu. Mais surtout, pour la première fois, ne plus se défendre. Attaquer. 2 jours plus tard, un communiqué discret mais précis fut envoyé aux rédactions principales du pays. Une conférence de presse exceptionnelle aurait lieu dans une salle louée à la Maison de la Chimie, au cœur de Paris. L'invitation émanait directement de Moreau Technologies. L'objectif annoncé était simple, et pourtant rare dans ce monde où chaque mot est pesé. Répondre publiquement aux attaques portées contre l'intégrité de l'entreprise et de son président. Aucun détail supplémentaire n'était mentionné, mais l'effet fut immédiat. Les médias spéculèrent toute la journée. Certains parlaient d'un aveu, d'autres d'un renoncement. Certains même, d'une manœuvre pour détourner l'attention d'une nouvelle crise à venir. Claire passa les 48 heures précédant l'événement enfermée dans un petit bureau, avec Luc et Léa. Ensemble, ils organisèrent chaque point de la prise de parole, chaque document à présenter, chaque étape de la démonstration. Il ne s'agissait pas d'un règlement de compte. Luc avait insisté sur ce point. Il ne voulait pas d'un monologue défensif ni d'une attaque grossière. Il voulait exposer, prouver, montrer point par point comment un ancien associé écarté avait méthodiquement construit un plan pour discréditer, saboter, infiltrer et finalement détruire ce qu'ils avaient bâti ensemble. Et plus encore, comment ce même homme avait utilisé des personnes ordinaires comme Claire pour tester les failles de son système. Mais la question qui restait en suspens, celle qui pesait dans chaque silence entre les phrases, c'était celle de la voix. Qui allait parler, Luc
Son service juridique? Une porte-parole. Aucun d'eux, en réalité, ne pouvait raconter l'histoire depuis le début. Aucun n'était à la table ce soir-là, au jardin de verre. Aucun n'avait vu le regard du serveur. Aucun n'avait reçu une lettre anonyme dans sa propre cuisine. Aucun n'avait été suivi jusqu'à la bouche de métro ou interrogé sans comprendre ce qu'on cherchait exactement. Et c'est pourquoi, au milieu de cette salle froide éclairée au néon, Claire Dufresne prononça la phrase qui allait bouleverser le plan initial « C'est moi qui vais parler ». Luc l'avait regardé sans surprise. Il avait compris depuis plusieurs jours que ce moment arriverait. Il n'avait rien dit. Il savait que Claire ne se battait pas pour lui. Elle ne cherchait pas la reconnaissance. Elle voulait seulement que les faits existent, pour de bon, pour tous. Elle voulait qu'ils soient entendus sans filtre, sans technicité, sans le jargon qui efface la réalité. Et c'est ainsi que, le jour venu, devant une salle remplie de journalistes, de caméras, d'analystes et de curieux, Claire monta sur la petite estrade installée face au public. À sa droite, un écran géant. À sa gauche, une simple table avec une bouteille d'eau et un micro. Elle respira profondément, pas pour se calmer, mais pour s'ancrer. Et elle commença. Elle raconta le restaurant. L'ambiance feutrée. Le client dont elle ignorait l'identité. Le serveur inconnu, nerveux, mal à l'aise. Le geste, l'intuition, la décision, l'échange du verre. Le lendemain, les résultats du laboratoire. Le poison. Puis l'arrivée de Luc. La méfiance. L'interrogatoire discret, la peur, l'offre inattendue. L'entrée dans une entreprise en guerre invisible contre elle-même. Elle raconta les noms qu'elle n'avait jamais entendus auparavant. Les échanges cryptés, les disques durs disparus, les regards échappés. Elle expliqua comment, en observant ce que les autres ne voyaient plus, elle avait découvert un réseau enterré dans la structure même de l'entreprise. Des employés complices, des contrats falsifiés, des silences monnayés. Et puis elle évoqua Damien Roussel. Non pas comme un fantôme du passé, ni comme un ennemi caricatural, mais comme ce qu'il était réellement. Un homme qui n'avait pas supporté de perdre le pouvoir et qui avait transformé cette blessure en machine de destruction. Un homme qui s'était servi de son influence, de ses anciennes connexions, de sa maîtrise du système, pour se frayer un chemin dans l'ombre. Elle parla enfin de son père, d'un homme simple, silencieux, tombé dans une guerre qui n'était pas la sienne. De son passé chez Morrow Technologies, des documents retrouvés, des erreurs qu'il avait pointées, de sa disparition, maquillée en accident, enterrée sans autopsie approfondie, d'une vérité ignorée pendant des années. Claire termina sans pathos. Elle conclut par cette phrase dite sans tremblement « Je ne suis pas ici pour défendre une entreprise. Je suis ici pour dire que, quand on voit une vérité qu'on ne peut plus ignorer, il faut choisir. Pas un camp, mais une ligne. La ligne entre ce qu'on tolère et ce qu'on refuse. » La salle resta silencieuse plusieurs secondes. Puis les premières questions fusèrent. Luc prit le relais, exposa les preuves, document par document. Les transferts d'argent, les faux profils, les noms utilisés par Damien. Un par un, les éléments tombèrent, chacun confirmant ce que Claire avait énoncé. Et au fond de la salle, presque imperceptible, Damien Roussel était là. Il avait assisté à la conférence, dans l'anonymat partiel d'un homme parmi d'autres. Quand les journalistes commencèrent à le désigner, à murmurer son nom, il quitta la salle sans se presser. Il ne fuyait pas. Il savait que ce n'était que le début, que le procès ne serait pas juridique d'abord, mais public. Il avait perdu la première bataille. Il n'avait pas prévu que la pièce la plus discrète du jeu, la plus silencieuse, devienne la voix centrale de l'accusation. Luc, après la conférence, ne félicita pas Claire. Il ne fit aucune déclaration triomphante. Il la remercia simplement. Pas d'un merci creux, mais d'un regard sans fierté excessive, sans besoin de paraître. Il avait compris qu'il lui devait plus que la sauvegarde d'une réputation. Il lui devait l'opportunité de reprendre sa propre histoire en main. Claire, elle, ne chercha pas à capitaliser sur cette exposition. Elle refusa les interviews, les invitations au plateau télé, les propositions d'articles. Elle voulait que cette parole soit unique, non répétée, non usée, une fois pour toutes. Mais elle savait que quelque chose, en elle, avait basculé. Elle n'était plus seulement la serveuse qui avait échangé un verre de vin, elle était celle qui avait dit non au silence. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la conférence. Paris poursuivait son rythme, indifférente aux bouleversements individuels, mais dans les couloirs du pouvoir économique, l'onde de choc n'avait toujours pas cessé. Les informations dévoilées par Claire,
corroborée par les preuves techniques et les documents fournis par Morrow Technologies, avait fait basculer l'opinion publique. Les plus sceptiques durent admettre qu'il ne s'agissait pas d'une manœuvre de diversion, mais d'un véritable acte de transparence. Une enquête judiciaire fut officiellement ouverte contre Damien Roussel pour organisation de réseaux d'influence illégale, tentative d'empoisonnement, fraude économique aggravée et abus de biens sociaux. Plusieurs complices furent arrêtés. D'autres disparurent avant même que les mandats d'arrêt ne soient rendus publics. Luc, bien que toujours en position fragile, retrouva progressivement une légitimité aux yeux de ses partenaires. Certains investisseurs revinrent. Des contrats furent renégociés. L'entreprise se restructura profondément. Il remercia plusieurs membres de son ancienne équipe, réduisit le périmètre de ses responsabilités et décida de déléguer plus largement. Il comprenait enfin que le contrôle absolu, même motivé par la peur de trahir, avait ses propres limites destructrices. Mais l'histoire de Claire ne s'arrêtait pas avec la conférence. Ce qu'elle avait déclenché dépassait de loin une affaire de sabotage économique. Elle avait mis au jour un mode de fonctionnement plus vaste, plus ancien, plus enraciné, celui d'un système habitué à faire taire les gêneurs, à effacer les témoins, à couvrir ses failles en sacrifiant les voix faibles. Elle aurait pu revenir à l'anonymat, retourner à une vie tranquille avec son frère, reprendre un travail éloigné de ses sphères de tension. Mais elle ne le fit pas. Claire déclina l'offre de Luc de rester dans son équipe. Elle refusa aussi celle de rejoindre les cellules internes de veille stratégique ou les agences gouvernementales qui, désormais, lui proposaient des contrats bien rémunérés pour ses compétences d'observation. Elle voulait autre chose. Elle voulait créer un espace à elle, indépendant, transparent, où d'autres personnes comme elle, ordinaires, invisibles, souvent sous-estimées, pourraient faire émerger des vérités dans des environnements où personne ne voulait les entendre. Elle fonda un cabinet privé d'enquête et de conseil, sans nom ronflant, sans campagne marketing. Son premier bureau fut une pièce louée dans un ancien local de quartier. Son premier dossier ne concernait pas une grande entreprise ni une conspiration économique, mais une plainte d'un employé de maintenance ignoré par sa hiérarchie après avoir dénoncé des défauts de sécurité dans un hôpital. Claire l'écouta pendant 2 heures, sans interruption, sans l'interrompre, puis elle prit des notes. Elle savait exactement quoi regarder, comment creuser, qui appeler. Elle n'avait ni badge spéciaux ni pouvoir légal, mais elle avait quelque chose de plus rare, une capacité à voir ce que d'autres choisissent d'ignorer. Le nom de Damien Roussel disparut progressivement des gros titres. L'homme attendait son procès dans une prison en périphérie, entouré de ses avocats. Il ne chercha pas à contacter Claire. Elle non plus. Leur lien s'était rompu à la minute où elle avait pris la parole. Il appartenait désormais aux archives, aux protocoles judiciaires, aux mémoires d'entreprise. Il n'était plus qu'un avertissement silencieux pour tous ceux qui pensaient pouvoir manipuler sans fin. Quant à Luc, il réapparut en public quelques mois plus tard, lors d'un événement technologique. Son discours était sobre, sans excès de modestie ni glorification. Il parla d'éthique, de responsabilité, de vigilance. À la fin, alors qu'il descendait de la scène, il croisa Claire assise au fond de la salle. Ils se regardèrent. Pas un mot ne fut échangé. Il n'en avait pas besoin. Tout avait été dit. Ce soir-là, Claire rentra à Saint-Denis. L'appartement avait peu changé, mais quelque chose en elle n'était plus le même. Jules, maintenant adolescent, l'accueillit en demandant si elle avait encore attrapé un milliardaire corrompu aujourd'hui. Elle sourit, lui ébouriffa les cheveux et sortit une boîte de lasagne surgelée. La vie reprenait son cours, sans drame, sans lumière de projecteur. Avant d'aller dormir, elle ouvrit un carton qu'elle n'avait jamais touché jusque-là. C'était une vieille boîte appartenant à son père. À l'intérieur, des carnets, des schémas, quelques lettres jamais postées. Parmi elles, une phrase écrite à la main. « Un jour, quelqu'un dira ce que j'ai vu, et ce sera suffisant. » Elle referma la boîte. Ce jour était arrivé, et c'est ainsi que tout avait commencé, par une décision instinctive, un geste discret, une intuition face à un verre de vin suspect. Ce que Claire avait accompli n'était pas d'avoir empêché une tragédie, c'était d'avoir refusé de rester passive. Elle avait agi non parce qu'elle savait tout, mais parce qu'elle savait déjà trop pour faire semblant. Dans les jours qui suivirent, plusieurs médias tentèrent de relancer le sujet. Certains la surnommèrent « l'ombre qui avait sauvé la lumière ». D'autres parlèrent de « la serveuse qui valait plus qu'un conseil d'administration ». Elle ignora les surnoms.
Ce n'était pas une légende qu'elle voulait écrire, c'était une méthode. Et dans son petit bureau de banlieue, entre une imprimante lente et un téléphone qui sonnait rarement, Claire Dufresne continuait de regarder, de questionner, d'écouter. Parce que parfois, ce n'est pas la force ou le pouvoir qui change les choses. C'est le courage silencieux de ceux qui osent intervenir, au moment précis où tout le monde choisit de se taire. Claire ne cherchait ni reconnaissance ni revanche. Elle n'était pas devenue une héroïne. Elle était simplement devenue visible.